Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo tutoriel pour apprendre à scripter sur Tabletop Simulator. Aujourd'hui on va faire une leçon sur les fonctionnalités avancées des boutons. En fait on va voir qu'on peut faire des choses assez sympas comme par exemple éditer ou créer des boutons à la volée et aussi reconnaître le joueur qui a cliqué. Donc ça permet de faire plein de choses. Par exemple ici, voilà ce qu'on va faire, hein. En disposant une offre, vous voyez que je vais créer un bouton sur chaque carte qui va permettre de la piocher. Et ici, j'ai édité un bouton qui servait qu'à afficher du texte pour le transformer en un autre bouton. Ok. Donc quand je vais cliquer dessus, en fait, il y a un message qui va apparaître. Donc il va reconnaître qui a cliqué sur le bouton, etc. Et là, de la même façon, quand je vais saisir une carte, je clique dessus, sur ce bouton-là, et ça va directement dans ma main. Ça reconnaît le joueur qui a cliqué et ça envoie, voilà, ça envoie toutes les cartes restantes à la défausse. Donc ça, c'est pas mal de... Il y a énormément de possibilités avec ces boutons et c'est ce qu'on va voir tout de suite. Alors, ben, on va commencer par euh, du code de base qu'on a vu déjà et revu dans plusieurs cours. Donc ici, ce que j'ai fait, donc je relance la partie, voilà, à vide. Donc j'ai créé juste des boutons ici et ici. Ok. J'ai déclaré les objets qui allaient porter les boutons. J'ai déclaré également le deck. Une zone, on a vu ça dans un cours précédent, ici, qui va servir à détecter les cartes. Ok, je l'appelais zone game. Et la petite fonction qui active les boutons au démarrage de la partie. Donc j'ai pas mis hein, en fait la condition de mise en place du jeu pour activer les boutons, de non mise en place du jeu pour activer les boutons, comme on a vu à la vidéo précédente. C'est pour alléger le code et pour focaliser sur ce qu'on a fait aujourd'hui. Donc voilà les boutons que j'ai créés et aussi la petite fonction que je mets à chaque fois, celle qui va installer des cartes sur la table, mélanger et installer des cartes sur la table. On a vu ça dans les premiers cours. Ok. Donc avant de commencer, pour rappel, en fait, sachez que tous les cours sont en lien sur tous les contenus des scripts. Tous les scripts sont en lien téléchargeables dans la description de la vidéo. Et donc vous les trouverez ici dans cours de script. Ok. Donc ici on en est au cours 7 apparemment. Je pense que c'est le cours 7. Ça aura peut-être changé d'ici à ce que vous voyez la vidéo. Mais a priori non, ça devrait rester comme ça. Donc on va commencer tout de suite par déjà un petit rappel. Alors ce n'est pas un rappel parce que je vous en ai pas parlé, mais il y a le jeu des couleurs qui est assez important. Voilà, comment régler les couleurs, que ce soit sur les boutons ou autre chose, hein, parce qu'on peut changer les couleurs des objets même en scriptant. Donc là, vous voyez, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer les différentes façons. Ici, j'ai mis une petite couleur bizarre. Elle est portée sur ce bouton. Donc ça, en fait, c'est une façon classique d'exprimer les couleurs. Un code qu'on utilise en HTML, c'est du RGB. C'est-à-dire qu'une couleur, c'est donné par un vecteur, donc par une table avec 4 valeurs, ou 3 valeurs, ça marche aussi. Voilà. Parce qu'en fait, la quatrième valeur, c'est l'opacité. Si on rajoute une valeur ici, entre 0 et 1, c'est l'opacité. Si je mets 0,5, le bouton va être transparent, vous voyez. Donc c'est pas super esthétique, mais ça peut éventuellement servir. Et si vous voyez 0, si vous mettez 0, le bouton est invisible. Le reste, donc, ce sont des valeurs entre 0 et 1 avec un code RGB. C'est-à-dire que pour lui, la première valeur, ça sera le R, le rouge, la deuxième green, le vert, et la troisième bleu. Donc en fait, c'est comme si on écrivait R, G, B. Si j'écris ça, il va parfaitement le comprendre. Voilà. Donc lui, soit on lui donne les valeurs nommées, soit on lui donne les valeurs dans l'ordre. Et ça marche très bien. Donc ça, c'est une première façon. Donc le problème qu'on va se poser au début, c'est comment trouver ces valeurs. On va pas s'amuser à essayer plein de valeurs comme ça au hasard et voir ce que ça donne. On peut y passer des heures. Donc il suffit d'aller chercher sur internet couleur HTML et on tombe sur un site comme ça. Alors ça, je l'ai pris au pif, hein, mais c'est htmlcolorcode.com. Mais il y en a une multitude. Et donc vous allez simplement choisir votre couleur et relever le code RGB qui est ici. Donc là, vous voyez qu'au passage, c'est pas écrit entre 0 et 1. Donc si vous donnez ça, il ne saura pas l'interpréter. Il va falloir, voilà, en Lua, il va falloir que vous exprimiez les couleurs en fractions, si vous voulez utiliser ça. Donc juste pour avoir le coup de main, je vous le montre. Donc je vais désactiver ça là. Je vais reprendre ces couleurs ici. Et en fait, les couleurs sont exprimées sur une échelle de 0 à 255 en RGB. Ok. Donc quand on a 0,5, quand on a 1, ça veut dire 255. Quand on a 0,5, ben, c'est la moitié de 255.
Sauf que là, ben, si on veut utiliser ces valeurs-là, ben, il faut tout simplement fractionner par 255. Bon, ça paraît un peu stupide, pourquoi il n'y a pas moyen plus simple, mais on prend vite le coup de main, hein. Voilà, voilà ma couleur que j'ai copiée du site. Et ensuite, il y a une autre façon de... Donc oui, sur ce genre de site, vous pouvez trouver plein de couleurs sympas, des couleurs complémentaires. Je passe sur les détails, hein, vous irez explorer. Mais voilà, c'est un moyen simple, rapide d'obtenir vos couleurs. Ensuite, il y a une autre façon que moi j'aime beaucoup, c'est tout simplement, il y a un code couleur HTML aussi qui se nomme textuellement, avec une majuscule. Si je mets white, il va interpréter ça comme du blanc. Ok? Si je mets, mettons, green, ça va être un vert pas super joli, mais efficace et simple. Ok? Donc toutes les couleurs de base de TTS que vous voyez en faisant ceci, couleur là, color tint, ces couleurs sur la droite là, elles sont nommées, vous voyez, gray, pink, purple, blue, teal, brown. Tout ça, vous pouvez les utiliser textuellement, donc entre cotes et avec une majuscule. Et ce qui est plus important par contre, c'est que ces couleurs-là, que je viens de vous montrer, correspondent aux couleurs des mains. Ok? Ce joueur-là, sa couleur c'est rouge, donc red, et quand on veut nommer le joueur rouge, ça s'écrira entre crochets red. On l'a déjà fait ça, hein, on l'a déjà vu. Donc voilà, c'est pour faire le lien entre les couleurs des mains et les couleurs du jeu, qui sont les mêmes. Voilà pour la petite parenthèse sur les couleurs. Donc on va pouvoir avancer sur les boutons. Donc moi je vais hop, réactiver celle-ci. Voilà. Donc on va commencer premièrement par l'édition des boutons. Donc en fait, un bouton n'est jamais, c'est jamais définitif. C'est-à-dire que si vous placez un bouton, on va aller peut-être sur l'API, c'est plus simple. Ah oui, tenez au passage, là c'est le lien que j'ai mis vers les couleurs. Donc il vous explique tout ce que je vous ai raconté, hein. Vous le trouvez sur la page type couleur. Ok. Voilà, vous aurez tous les détails. Donc si on revient sur les objets et sur nos boutons, donc je vais faire un petit CTRL F. Je vais certainement trouver, voilà. Donc UI function, UI c'est user interface, ok, interface, utilisateur. Donc là on voit l'essentiel des boutons, des fonctions qu'on peut utiliser sur les boutons. Donc on a clear buttons qui va enlever tous les boutons. Ça on va l'utiliser. On fait clear button sur un objet si on veut enlever tous les boutons. Ensuite il y a create button qu'on connaît déjà. Input on va pas l'utiliser encore, mais c'est pour créer des zones de texte, pour saisir du texte. Et nous on va utiliser edit button, c'est-à-dire qu'on va le modifier. Ok. Et aussi ça, ça c'est remove button, c'est pour enlever un bouton en particulier. Parce qu'un objet peut porter plusieurs boutons. Vous voyez que celui-ci là, que j'ai enfoncé sous la table, il porte deux boutons en fait. Donc ça c'est comme vous voulez, soit vous mettez les boutons sur des mêmes objets, soit vous mettez plusieurs petits objets avec chacun un bouton. Voilà, il y a les pour et les contre, hein, pour les deux. Voilà. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai ce bouton défaussé là, ici, je l'ai créé sur le bouton deck, et l'autre bouton, je l'ai créé sur le même bouton de deck. Donc qu'est-ce qui se passe quand on fait ça? C'est qu'il y a un index de boutons qui se crée. C'est-à-dire que pour arriver à désigner ce bouton, si jamais on veut l'enlever, l'effacer, le changer, le modifier de couleur, n'importe quoi, de texte, voilà, et bien en fait il faudra lui donner son numéro, son index. Ok? Et donc ces deux boutons auront deux index différents. Donc c'est comme ça qu'on va réussir à les atteindre. Donc je vais peut-être aller dans le concret pour, voilà, pour illustrer ce que je dis, sinon ça va être un peu difficile à percevoir. Donc ça, on l'a déjà vu, hein, ok, c'est la disposition des cartes. Nous, ce qu'on va faire, c'est que dès que on va cliquer sur ce bouton là pour distribuer des cartes, on va en même temps modifier ce bouton texte décoratif. Je vais un peu l'enfoncer pour qu'on y voit mieux. Voilà. On va le modifier pour en faire un nouveau bouton qui servira à défausser. C'est juste pour vous montrer que c'est possible. Ok, donc c'est parti. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que dans la fonction, une fois que... Alors, voilà, une fois que la disposition des cartes est faite, on va aller chercher le bouton de deck. Donc c'est l'objet sur lequel il y a le bouton, ok. Et on va faire point. Donc c'est une fonction qui est incluse dans l'objet, hein, c'est le langage objet. Edit button. Et donc lui, edit button, si on va voir ce qu'il nous dit sur l'API, il veut une table avec des paramètres. Ok, on va voir un peu plus d'infos.
Donc là, il y a beaucoup de paramètres, mais en fait, il y en a très peu qui sont indispensables. Il y en a un qui est absolument indispensable, c'est l'index, le numéro du bouton. Ensuite, vous mettez ce que vous voulez. Si vous voulez changer la couleur, vous mettez que ce paramètre-là. Si vous voulez changer le texte, vous ne changez que label. Vous mettez que label en paramètre. Ok? Donc on y va. Donc là, je peux me faire des petits params, par exemple. Je vais faire local params. C'est le même principe. On fait une table et on l'injecte. Donc params.index. Et là, on va voir qu'il y a une petite particularité. Alors comment ça se passe? Je vous ai dit dès la première leçon ou de la deuxième que l'index en l'UA des tables commençait à 1, au contraire de la plupart des langages de programmation. On commence à 1. Sauf que l'exception qui confirme la règle, c'est que pour les boutons, l'index commence à 0. C'est-à-dire que ce bouton-là, le premier que j'ai créé, il aura un index de 0. Et ce bouton-là, il aura un index de 1. Ok? Donc au début, on va se planter, mais une fois qu'on a compris, voilà, c'est dans la poche. Donc si je veux atteindre ce bouton-là et pas le premier, c'est-à-dire ce bouton-là et pas le premier, eh bien je vais faire index égale 1. Ok? Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire en sorte que ce bouton devienne un vrai bouton, changer la couleur du texte et changer le texte. Donc comment j'ai réussi à faire un texte décoratif comme ça? C'est-à-dire c'est un bouton, j'ai beau cliquer dessus, il ne se passe rien, alors que celui-ci, il va se passer quelque chose. J'ai pas encore défini la fonction, hein, c'est pour ça que ça plante. Donc là, comment on fait un bouton comme ça? Eh ben c'est pas compliqué. Je reviens ici dans les paramètres, regardez. J'ai juste mis des dimensions égales à 0. Hauteur, largeur 0. Ok? Et j'ai pensé aussi à changer la couleur de la fonte. Donc il y a une option, un des paramètres qu'on ne met pas en général, qui est font color. Et là, je lui ai dit de se mettre en blanc. Ok? Alors la couleur de fond, peu importe, puisqu'il est tellement minuscule, il ne fait même pas un pixel, hein, le bouton. Donc voilà, donc ça c'est comme ça qu'on fait un bouton qu'on ne peut pas cliquer. Et aussi, de manière complémentaire, il faut toujours désigner une click function. Il faut toujours que ça renvoie vers une fonction. Donc par défaut, quand on fait un bouton comme ça décoratif, on fait une fonction qu'on appelle n'importe comment. Do nothing, en général, c'est ce qu'on voit. Puis c'est une fonction qui fait juste rien. Si jamais on arrive à cliquer dessus, mais je pense que c'est en fait catégoriquement impossible d'y arriver. Voilà, le bouton est désactivé. Ok, ça c'était la parenthèse pour les boutons décoratifs. Donc on revient à l'édition des boutons. Donc nous, ce qu'on veut, c'est changer tout ça. On va vouloir que la click function ne soit plus la même. D'accord? Donc je vais écrire params click function. Voilà. Et on va lui donner un nom qui va servir. Donc la nouvelle fonction, je vais l'appeler pick from deck. Hein. Ce sera un bouton, quand on va cliquer dessus, ça nous enverra une carte dans la main tout simplement. Ensuite, qu'est-ce que je vais changer? Je vais changer le label. Et je vais dire que c'est piocher. Virgule. Donc ici j'ai oublié la virgule. Ah non, il n'y a pas de virgule, pardon. Puisque ce sont des lignes indépendantes. Params. Là, on va peut-être changer les dimensions, la hauteur. Donc on va s'inspirer des boutons voisins. Ok? On va faire comme ça. Bon, en fait, j'ai pas eu une très bonne idée d'écrire ça sous cette forme-là. Hein. Hop, donc je fais ça avec Alt. Voilà, params. Hop, 8. J'efface. Un petit peu. J'efface ici. Voilà, on va faire ça. Et puis les couleurs aussi également. Donc les couleurs, donc on va faire ça vite fait. Donc blanc. Voilà. Et la couleur de fonte qui elle va être noire. Noir c'est 0. Voilà, donc ça devrait fonctionner. Alors ben non, puisque ici je dois charger les paramètres, donc cette table là, comme paramètre. Donc ça c'était une. Voilà.
on va voir ce que ça donne hein, quand j'installe. Donc là, il y a juste la couleur du texte qui n'a pas pris. Parce que, peut-être... Eh oui, non, c'est pas ça. J'ai écrit font au lieu de font color. Ça ne pardonne pas. Voilà. Donc on a ce nouveau bouton qui apparaît. Vous avez vu? Donc sinon, bah, l'autre façon de faire, c'est d'écrire comme ça. Hop, je l'avais mis à mémoire. Quand c'est un peu long, comme ça, je trouve que c'est confusant. Il vaut mieux écrire comme ça. Bon, voilà. C'est la même chose. Hein. Voilà, très bien. Donc ça, c'était pour l'édition d'un bouton. Donc vous avez vu, il faut connaître son index. Donc ça veut dire que quand on fait un petit objet qui va porter plein de boutons, ça va être très compliqué d'éditer ces boutons. Parce qu'il va falloir retenir, savoir quel est son index, tout en retenant que ça commence à 0. Si jamais on en supprime un, tous les boutons qui ont été créés par la suite voient leur index diminuer de 1. Donc il faut prendre ça en compte. Donc si vous voulez faire des manipulations un peu complexes avec des menus, vous savez, et des boutons qui s'activent, se désactivent, moi j'aurais tendance à vous conseiller de faire plusieurs petits objets avec un bouton sur chacun. Ça sera plus simple à gérer. Peut-être que dans une prochaine vidéo, on verra comment faire un menu avec des boutons qui s'illuminent et qui s'éteignent. Bon bref, pour l'instant, je vais rester sur cet exemple-là. Donc, qu'est-ce que c'est que cette fonction pick from deck? Alors, donc est-ce qu'on va partir là-dessus? Non, je vais d'abord continuer sur l'édition des boutons avant de passer à la reconnaissance du joueur qui a cliqué. Et là, je voulais ajouter des petits boutons qui permettent de piocher une carte. Ok? Donc ça, en fait, comment on peut réaliser ça? Mais en fait, il va falloir le faire au moment de la boucle, au moment où les cartes vont être piochées. Ok? Et à chacune des cartes piochées, on va lui faire répéter l'action, place un bouton, créer un bouton sur la carte. Ok? Donc en fait, il suffit de bien choisir l'endroit où on va le faire, et tout le reste, on sait le faire. C'est ici, vous voyez, dans la boucle, fort, voilà. Et bien, à la fin, vous voyez ce que j'ai fait ici? J'ai écrit deck 1, take object, ça on l'avait fait 50 fois. Mais si je vais voir là la fonction take object, attendez, je vais peut-être la trouver directement. Elle est ici. Vous voyez que ça prend un objet et ça retourne une référence vers l'objet qui a été pioché. Et ça, c'est super. Ok, on peut faire plein de choses avec ça. C'est-à-dire que ici, si je mets un égal et que je lui donne un nom, eh ben, cet objet-là que j'ai nommé, cette variable-là, représentera l'objet qui a été pioché pendant la boucle. Donc chaque carte, je pourrais la récupérer pour faire quelque chose dessus. Donc c'est ce que je vais faire. Est-ce que là je vais faire card créer le bouton? Je pourrais faire ça. Voilà. Je pourrais tout simplement faire card créer le bouton. Voilà. Après, pour plus de lisibilité, on peut passer par une fonction. Quand on veut un petit peu séparer son code en plusieurs morceaux, pas faire des espèces de gros pâtés un peu difficiles à lire, ben on décompose, on fait des sous-fonctions en fait. Je vais l'appeler ça add pick button ou activate pick button, comme on veut. Et là, je vais prendre un argument, ma carte. Et puis, je vais créer la fonction. Donc, je copie le nom. Hop, je la crée dessous. Add pick button. Et donc, il ne faut pas oublier, bien sûr, l'argument. Puisqu'ici, on sait qu'on veut faire quelque chose sur cette carte-là. Sur une carte en particulier. Donc, il faut récupérer ce paramètre. Ok? Et on voit que l'erreur a été corrigée. Donc là, ben, je vais faire tout simplement un créer de button. Et puis, je ne vais pas me fatiguer. Je vais le copier-coller. Parce que ce serait un peu long. Donc là, je fais un créer de bouton. Je vais créer forcément une fonction qui va servir juste à piocher la carte. Le fonctionneur, on a déjà vu ça, c'est dans l'environnement global du jeu. Le label, ça sera un petit V qui va apparaître sous la carte. Alors ça, c'est complètement à votre discrétion. Hein. Moi, ce que je fais aussi parfois, c'est un petit icône, un petit plus ou quelque chose comme ça qu'on fait apparaître au coin de la carte. Donc il faut un petit peu jouer avec les positions pour disposer le bouton, mais une fois que c'est calé, voilà, c'est facile. Donc j'ai fait une position là en dessous de la carte, un bouton assez petit, de couleur assez discrète. Et vous voyez, j'ai rajouté aussi tooltip. C'est quelque chose qu'on ne met pas souvent sur les boutons, c'est-à-dire que quand je vais passer ma souris dessus, hop, il y a le petit mot choisir qui apparaît. Voilà, donc là on a bien avancé, on a fait un petit bouton
Vous voyez, au passage, je l'ai fait transparent, à moitié transparent. Sur fond noir, c'est discret, ça se voit pas trop. Voilà. Ok. Donc maintenant, je vais faire la fonction pour cliquer ce bouton. Donc là, on a fait le tour sur les notions d'édition de boutons à la volée. Donc c'est vraiment un petit résumé que je vous ai fait en quelques minutes. Mais sachez qu'on peut aller plus loin que ça et je pense qu'on le fera dans d'autres vidéos. Mais de manière générale, ce qui est intéressant, c'est voilà, c'est changer un bouton ou alors éditer un texte décoratif qui peut servir de compteur par exemple. Donc on utilisera ça dans un prochain cours où on va compter des ressources et on va les afficher sur un bouton décoratif. Et donc aussi c'est super utile je trouve pour faire ces fonctions qui se créent à la volée sur chaque objet, voilà, c'est assez agréable. Ok, donc maintenant on va passer à la deuxième étape qui est de reconnaître le joueur qui a cliqué. Ok, donc là je veux que en cliquant sur ce bouton, le programme reconnaisse que c'est moi qui ai cliqué et que c'est à moi qu'il faut envoyer la carte et pas à quelqu'un d'autre. Donc ça, ben maintenant, c'est pas très compliqué, mais il faut le savoir. Il faut savoir que chaque fonction cliquable, donc chaque objet que l'on clique, excusez-moi, chaque bouton que l'on va cliquer, la fonction qui est rattachée à ce bouton-là a toujours par défaut deux arguments. Ok, ils ne sont pas explicitement nommés, mais c'est toujours les mêmes. Je vais vous les montrer. On va voir de quoi je parle. Donc on y va. Donc function et on prend pickcard. Voilà. Et donc là, si on veut utiliser le clic souris, il faut toujours que ces deux arguments soient les mêmes. Les deux premiers paramètres ou arguments soient les mêmes. L'objet et le deuxième c'est la color. Ok. Il ne faut pas forcément les nommer comme ça. C'est par défaut ils sont nommés comme ça. Donc l'objet ça veut dire que c'est cet objet là qui a été cliqué. Et couleur c'est la couleur du joueur, donc à savoir blanc en l'occurrence pour moi. Qui a cliqué. Ok. Et avec ça, on peut faire plein de choses. Par exemple, je peux dire print. Oui, ça on le verra peut-être après. Bon, on va le faire maintenant. Le joueur. Et là, je concatène. Je vous renvoie au premier cours ou au deuxième, je ne sais plus. Où est-ce qu'on a vu la concaténation. Et ici, je vais faire color. Le joueur color a cliqué. Oui, non, il y a un problème. Il faut mettre 2 points. Voilà. Le joueur white a cliqué. Voilà. Donc à partir de là, on peut faire tout ce qu'on veut. Et nous, en l'occurrence, on veut juste envoyer la carte. Donc, ah oui, ici je nomme objet, mais on sait que c'est une carte, donc appelons-le carte. Alors, card deal. Donc sachez que deal, en fait, on l'a vu au début, en fait, deal, ça permet de distribuer des cartes à tout le monde. Mais on peut très bien, deal, l'utiliser avec une couleur. Voilà, deal, number, player, color. Et index, ça on l'utilise pas pour l'instant. Ok. Donc ben, number c'est une carte et color. Donc ça va aller dans la main du joueur. Donc si je fais ça, qu'est-ce qui va se passer? Hop, hop, je prends le bouton, je prends la carte. Donc ça marche. Donc on voit au passage que deal fonctionne même si que ça soit un deck ou une carte. Donc à la grande différence de take object qui lui ne marchera pas si vous l'utilisez ça sur une carte. Ok, aux dernières nouvelles. Donc deal marche aussi bien sur une carte que sur un deck. Donc deal 1 vous fera prendre la carte. Vous voyez qu'il y a un truc qui n'est pas très joli, c'est que le bouton est resté ici. Et puis c'est un peu encombrant, enfin c'est un peu gênant, ça doit disparaître. Donc on va en profiter pour faire un card clear buttons. Voilà. Donc ça enlève tous les boutons. J'aurais pu faire aussi remove button en donnant l'index du bouton. Donc remove button et l'index 0, puisqu'il n'y a qu'un bouton. Voilà. Ok. Mais quand même c'est plus simple de mettre clear buttons. Au moins c'est réglé. Très bien. Un autre petit exemple. Alors, je crois que je vous l'ai déjà montré, ça affichait le nom. Donc voilà, donc ça c'était. Je voulais le mettre sur ce bouton-là, mais on va passer dessus puisque je vous l'ai montré avec celui-là. Donc voilà comment on peut utiliser le nom.
la couleur du joueur et l'objet en question. Donc là, ce qu'on va faire, c'est pour terminer, on va rajouter une petite fonction qui va nous nettoyer l'offre, ok, quand on a pioché une carte. Voilà, c'est assez sympa de faire ça. Donc ça vous montre voilà, un exemple d'utilisation de boucle aussi pour supprimer des boutons. Donc on y va. Donc là, ce qu'on voudrait, c'est une fois qu'on a cliqué le bouton, hop, je ne sais plus où j'en suis, c'est ici, pick card. Là, on va lancer une fonction. Donc on pourrait écrire ici complètement, hein. Mais on va plutôt la nommer. C'est bien de s'entraîner à faire ça. C'est un peu plus propre. Alors discard card, qu'est-ce qu'elle va demander? Elle va demander une zone et elle va demander aussi la position du paquet pour pouvoir placer les cartes à côté. Ok? Donc allons-y. On va dire zone et puis deck. J'aurais pu très bien tout ça m'en passer hein, et puis faire que discard card. On va l'écrire ici. Aille directement chercher la zone et place ici. Donc voilà, c'est pour vous montrer un exemple de fonction. Quand on peut, on essaie de les faire le plus générique possible. Si jamais on veut les utiliser dans un autre mode, on n'a plus qu'à copier-coller le contenu de la fonction et puis c'est parti. Donc nous, ça sera la zone que j'ai nommée zone game et le deck, ça sera le deck 1. C'est parti. Et le deck 1. Ok, non pardon, c'est l'inverse. Zone game et deck 1. Voilà, donc qu'est-ce qu'on va faire? On va revoir ce qu'on a fait au cours d'avant. On va détecter les objets dans la zone, une fois que ça a été pioché. Ok. Et on va tous les déplacer par une boucle ici. C'est parti. Donc local, object, on fait l'inventaire des objets, est égal à la zone game, point, get object. Voilà, ça, donc là on a la liste. Maintenant, on va parcourir ok, cette liste, cet inventaire. Donc on sait que ça, on s'en sert pas. Ici, à chaque fois, on aura un objet. Et donc pour chaque carte, parce qu'on veut ne ranger que des cartes. Donc là, ça sera card. Eh bien, objet, on peut même mettre le deck, hein, si jamais il y a deux cartes qui se sont empilées, c'est bien de faire un script qui pense à tout. Ça évite de bugger pour rien. Voilà. Donc l'objet, on va lui faire un set position smooth. Et là, il va falloir déterminer sa position. Donc la position, on l'a vu ça aussi par rapport au deck. Ok. Donc position, on va dire que c'est le deck 1. Et pour avoir la position, souvenez-vous, c'est get position. Voilà. Sauf que là, si on fait ça, ça va aller en plein milieu du deck. Nous, on veut que ça aille à côté. Ok, donc on fait comme on l'a vu l'autre fois. On fait un vecteur. Et, oups, on ajoute un petit décalage de 3,1 pour aller plus haut, 0. Donc là, les cartes iront chacune à côté du deck, un petit peu au-dessus. Très bien. Et donc là, on met position. Voilà. Donc c'est la même position pour toutes les cartes. C'est pour ça que je ne l'ai pas mise dans la boucle. Sinon, si j'avais fait ça, ça veut dire qu'à chaque fois, la position va être recalculée. Donc c'est pas utile. C'est inutile de faire. Il faut le faire avant et c'est voilà, c'est aussi bien. Donc si je fais ça, on aura le même problème que tout à l'heure, c'est que les cartes vont venir se ranger ici, mais toutes elles vont garder leur bouton. Donc il ne faut pas oublier de faire objet clear buttons. Parce qu'ici, c'est l'objet en question, ce sont les cartes. Ok. Donc j'aurais pu très bien dire objet égale card, et puis card cette position, card clear button. Voilà, enfin card égale objet, et puis voilà. Mais bon, ça ne sera pas nécessaire ici. Donc on va déjà tester ça. Voilà, donc vous voyez qu'il y a un problème. C'est qu'à peine j'ai cliqué dessus, c'est logique en même temps. Hop, les cartes sont rangées, j'ai même pas eu le temps de la recevoir. C'est parce qu'en fait on n'a pas géré le timing. Ok. C'est que ça, voilà, si le temps que la carte fasse son trajet, à peine j'ai cliqué, eh ben, elle va le faire en 1 seconde. Mais disons que la fonction qui suit à ça se déclenche instantanément. Donc elle n'a pas le temps de décoller et de partir la carte. Donc on va faire un petit wait, ok, qu'on va mettre ici. Donc wait.time.
Et là, malheureusement, on aurait pu se dire, ah ouais, mais en fait, on peut mettre ça directement. On peut mettre une fonction avec un délai. Mais ça marche pas. Ça n'existe pas. C'est dommage. Il faut garder en fait la syntaxe euh, avec function. Hop, vous écrivez, vous appuyez sur tab, ça vous complète. Il faut juste ici mettre un petit délai, on va mettre 1 seconde, ça sera suffisant. Et donc notre fonction, on la met ici. C'est ce qu'on veut réaliser avec un décalage. Allez, CTRL ALT S, je regarde ce que ça donne. Je prends ma carte, hop, elles sont rangées et elle n'a plus le bouton. Donc on pourrait même pousser un peu plus loin, faire en sorte que les cartes y aillent une par une avec un petit wait, ou alors incrémenter la position de la carte à chaque fois pour pas qu'elles se ratatinent les unes sur les autres. Là on est vraiment dans du détail, c'est pas forcément utile de faire ça. Voilà. Mais bon, voilà, c'était un exemple d'utilisation d'un peu tout ce qu'on a vu. Tiens, j'en profite aussi pour vous montrer, alors je crois qu'on l'avait déjà vu, mais un peu trop vite. C'est une autre façon d'écrire la position que j'aime pas du tout, mais je vous la montre. C'est position to word. Donc, pourquoi j'aime pas ça? Je vais vous l'expliquer tout de suite. Donc nous on a utilisé getPosition et un vecteur. C'est explicite. On sait exactement ce qu'on veut en faisant ça. Position to word, on le voit dans certains modules, donc c'est pour ça que je vous le montre. Ben là c'est pareil, ça va demander un vecteur. Donc imaginons que je fasse ça. Je crois que dans une vidéo précédente, je vous ai dit que c'était la même chose, et ça c'est une erreur. Parce que c'est pas la même chose. Donc on y va. Qu'est-ce qui va se passer? Ah, elle passe sous la table. C'est un peu bizarre. En fait, position to word, ce n'est pas un get position plus un vecteur. C'est-à-dire que ça prend la position, effectivement la position du deck, mais ça va faire comment dire, ce décalage vectoriel par rapport à lui et son orientation. Il est tourné vers le bas, donc le position to word va aller vers le bas. Si je veux que ça aille vers le haut, vers l'arrière du deck, ok, donc je fais comme ça, à -1. Bon, ça retourne le cerveau, honnêtement, moi je suis pas fan. Voilà, mais ça peut servir éventuellement dans des cas très précis. Donc voilà, je voulais vous montrer ça. Et je pense que on en a fini avec ce cours. Je vais peut-être un petit bonus vous montrer juste une toute petite dernière fonction. Puisque là on a vu qu'on voulait regrouper des cartes, ok? On voulait regrouper des cartes et les envoyer quelque part. Moi je suis passé par une boucle parce que c'est le plus simple. Il y a une fonction qu'on trouve dans l'API qui s'appelle group, pardon. Donc là si je passe, je ne vais pas l'utiliser mais je vous montre juste comment on aurait pu l'utiliser. Donc là c'était un peu pour remplacer celle-ci. Ben là en fait on fait comme d'habitude. Si on veut grouper des cartes ensemble, ok, si par exemple on veut tout grouper comme quand on fait G, exactement la même chose, comme ça, ben ça on peut le faire en scriptant. On fait object, donc on fait une détection d'objet. Je crois que je vais même avoir la flemme de le faire, de l'écrire. Voilà, on a fait ça. Et ensuite on fait un groupe sur cette liste. Voilà, je fais ça, object group, et ça va me grouper toutes les cartes. Sauf que ce que j'aime pas, c'est que ça ne décide pas vers quelle carte ça va grouper. Ça va le faire un peu aléatoirement. Alors, ou peut-être que j'ai mal lu, mais vous irez vérifier, mais je pense qu'on ne peut pas désigner sur quelle carte ça va aller précisément. Voilà. Mais après, l'avantage, c'est qu'on peut sauvegarder. Donc ça, peut-être qu'on s'en servira. Moi, je m'en suis déjà pas mal servi. On peut sauvegarder la liste des cartes qui ont été groupées. Ok, et la renvoyer pour une utilisation quelconque, peu importe. Mais je pense que ça revient même que de faire ça. Voilà, mais si jamais on veut grouper et parcourir les cartes groupées, ben ça c'est pas mal parce qu'on va grouper, on va faire un petit wait. Non pas ici, mais quand on va faire l'exploitation de cette liste, on va attendre un petit peu que les cartes se groupent et après on va parcourir la liste. Donc voilà, c'était juste un petit aparté pour vous montrer comment on utilise le groupement de cartes, parce que je pense pas qu'on va y revenir dessus. Ben écoutez, on a fait le tour pour aujourd'hui. Donc on a pu voir ensemble qu'on pouvait créer à la volée des boutons et les éditer. On peut faire plein de manipulations sur les boutons qui sont intéressantes. On va en voir d'autres.
Et on peut aussi surtout utiliser le clic souris, savoir qui a cliqué sur un bouton pour faire des actions en fonction, comme lui envoyer un objet, écrire quelque chose. Et on peut aussi savoir quel objet a été cliqué pour agir dessus. Donc ça, ces deux petits aspects qu'on a vus aujourd'hui, là, ces deux petites notions, on peut faire plein de choses avec et vous le verrez avec la pratique en fait. Donc j'espère que ça vous a plu. Dans une prochaine vidéo, on fera sûrement un petit exercice. On va essayer de mettre en pratique ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, où je vais faire une rivière de cartes automatisée avec la possibilité de piocher, comme on a vu aujourd'hui. Et puis après, on reprendra des cours, alors sur des notions un peu plus avancées. Je n'ai pas encore le plan sous la main. Ça sera les fonctions événements. Ok, donc on verra des fonctions qui se déclenchent sur autre chose que du clic. Eh bien, je vous dis à bientôt. J'espère que ça vous a plu. Et puis, amusez-vous bien avec le code. Au revoir.